Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir sur l'étape numéro 17 de cette Vuelta 2022. Top flop comme d'habitude, enfin on va reprendre l'habitude top flop et bilan des Bleus. Sur cette étape qui a été intéressante sur la fin de journée. Alors c'est sûr que là encore, fallait pas rater la fin de journée. Mais elle a été intéressante, alors moins spectaculaire qu'hier. Mais ça a quand même été intéressant, voilà, sur la fin de journée. Il y a des petites choses qui permettent de dire qu'on aura peut-être encore un petit peu de spectacle sur la fin de cette Vuelta, malgré l'abandon de Primoz Roglic, qui nous fait dire que, bon, c'est sûr qu'il n'y a plus qu'un adversaire maintenant, mais vous allez voir, j'ai peut-être encore une théorie foireuse, mais j'ai une théorie sur Enric Mas et sur quelque chose, je vous en parlerai quand on parlera d'Enric Mas un peu plus tard dans la vidéo, et de Evenepoel. On reviendra sur Evenepoel et la fameuse crevaison quand on parlera d'Evenepoel, donc du côté des coureurs au top. Je parlerai, on va dire, en général d'Evenepoel, et on reviendra là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette étape, si c'est un avis constructif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pas comme Didier. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Non, parce que j'ai un mec qui s'appelle Didier dans mes commentaires, qui met « on sait déjà tout ». C'est bien. Est-ce que ça a un intérêt dans l'histoire du commentaire sous la vidéo? Je ne sais pas. C'est pour ça que je précise commentaire constructif. Voilà, un petit peu. Mais bon, on sait tout, te pointe pas alors dans ce cas-là. Regarde pas mes vidéos, fais autre chose. Et comme ça, t'éviteras de perdre 25 minutes, Didier. Ou si tu aimes perdre ton temps, voilà, bienvenue sur la chaîne. Fin d'étape sympa, oui. C'est-à-dire que l'étape n'envoyait pas du rêve ce matin. Hein, bon, j'en avais parlé dans ma présentation, mais je m'attendais pas à grand-chose. Comme demain, je ne m'attends pas non plus à grand-chose de l'étape. D'une Vuelta qui a quand même été mal conçue au niveau parcours, mais on y reviendra quand on fera le bilan de la course, je pense. Mardi ou mercredi prochain, on reviendra là-dessus. Mais fin d'étape sympa. Et puis une belle bagarre pour la victoire dans l'échappée. Moi j'ai bien aimé ces multiples attaques. Voilà, à un moment j'ai failli croire que Champoussin allait nous refaire la même que l'année dernière. Ça n'a pas marché, pas deux fois d'affilée. Et puis en plus, un beau vainqueur quand même, Rigoberto Urán. C'est peut-être l'apogée, on va dire, c'est peut-être le chant du cygne. Il y a déjà le chant du cygne pour Rigoberto Urán, mais c'est peut-être ce qui permet à Urán de rentrer un peu dans l'histoire. Et puis, quand même, Mas qui tente d'attaquer, on voit qu'il n'est pas résigné, Enric Mas. Donc, on va voir sur la suite. Mais même si Evenepoel a été fort aujourd'hui, Mas a mis un petit taquet. Il ne faudra pas négliger Enric Mas. Evenepoel a l'avantage, il a 2 minutes d'avance, il est sur un terrain qui est plus propice aujourd'hui, demain, vendredi, sauf samedi où là il y aura peut-être match. Donc ça va être intéressant à suivre cette fin de Vuelta. Quand même, ce duel. La note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20? Malgré le fait que la fin d'étape était intéressante, le début de journée, alors qui n'était pas diffusé, je crois pas diffusé sur Eurosport, mais j'étais sur Pro Cycling Stats à ce moment-là. C'était intéressant, cette bagarre pour la prise d'échappée. Derrière, si tu rates les 10 derniers kilomètres, si tu te tapes un résumé ce soir, t'as pas raté grand-chose de l'étape. Voilà. Ça se résume en 10 minutes, l'étape du jour. Vraiment, si tu regardes un résumé de 10 minutes, t'as pas raté grand-chose. Mais quand même, ces 10 minutes-là étaient intéressantes. Donc j'ai quand même pris du plaisir à regarder l'étape. Donc pour moi, c'est une étape qui fait le job parce que j'en attendais pas plus et j'en ai eu pour mon argent. Voilà. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Quentin Paché. Il a fait le job. Alors Quentin Paché qui a quand même une statistique qui est énorme. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Je pense pas. Mais Quentin Paché est l'un des coureurs en activité qui a le plus de top 10 sans victoire.
ce qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, ça a failli le faire, mais c'est monté un peu trop vite. Si sur les 8 km, on est monté vite quand même aujourd'hui, et pour Quentin Paché, c'est monté un peu vite. En fait, le problème de cette montée, c'est qu'elle était un peu longue pour Quentin Paché. Il aurait fallu 1 km, 2 km de moins. Là, on était vraiment sur un effort qui était quand même plus un effort... Enfin, on était à la limite entre l'effort de puncher et l'effort de grimpeur. Et là, pour Quentin Paché, je pense que c'était un peu long. Et comme c'est monté vite, parce qu'il y a eu l'attaque de Craddock, parce que même si ça s'est regardé, ça s'est quand même envoyé des mines dans la dernière montée, ça a été trop compliqué pour Paché, pour accompagner Ourane. Ourane qui était quand même très fort aujourd'hui. Il a joué comme un filou, mais c'est Rigoberto Ourane, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. C'est quand même le cinquième top 10. Parce que si tu rajoutes le contre-la-montre par équipe, il en a fait 4 en individuel, 1 avec le contre-la-montre par équipe sur cette Vuelta. C'est bien. Hein. On retrouve le Quentin Paché d'il y a quelques temps. Je ne sais pas s'il sera dans la sélection pour les championnats du monde, mais je trouve qu'il est plutôt en grande forme et en grande condition physique. Je trouve qu'il a une forme qui se rapproche de celle du Tour de France 2020. En 2020, il était là autour de Julien Alaphilippe. Donc, est-ce qu'il sera là autour de Julien Alaphilippe ou en tant que leader? Ça, c'est la grande question. Il lui manque qu'une victoire. C'est vrai que Quentin Paché, il a 30 ans, il lui manque qu'une victoire dans son palmarès, parce qu'il a fait des deuxièmes, donc là, d'une étape de la Vuelta, quatrième d'une étape du Tour de France, quatrième du Tour de Wallonie en 2018. Il a jamais fait le Giro, donc il n'y a pas de podium sur le Giro, mais c'est un mec qui a 3 grands tours à son actif, mais qui a plutôt été bon sur 2 d'entre eux. Il y en a un où c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Quentin Paché, il lui manque qu'une victoire. Et c'est con parce que quand tu vois sa saison, tu te dis... alors, Tour de Catalogne, il est battu par Colbrelli et Matthews. Là, c'était dur à aller chercher. Mais par exemple, sur l'étape du Tour de Pologne, il attaque peut-être un peu trop tôt. Là, c'est peut-être monté un peu vite. Sur l'étape de la Guardia, on aurait peut-être pu faire mieux. Enfin voilà, tu sens qu'il échoue pour pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, c'est pour pas grand-chose encore une fois. Donc c'est frustrant, mais en même temps, tu te dis, il est en grande condition physique. À 30 ans, il a rarement été aussi bon. Donc c'est un coureur qui peut peut-être encore... être performant jusqu'à 35-36 ans, hein, Quentin Paché, vu qu'il a commencé quand même qu'en 2015 chez les pros, il a des qualités physiques qui sont encore bonnes, hein, il a vraiment un très bon punch, donc chapeau monsieur Paché, et puis ça reste un équipier aussi important dans cette équipe Groupama. Il a réussi à s'imposer en très peu de temps chez Groupama, ce qui n'est pas toujours facile, surtout quand vous venez d'une équipe comme BNB Hotel et que votre dernière saison n'avait pas été bonne. On peut parler de Thibaut Pinot qui était aussi avec les leaders. Thibaut Pinot, il finit 18e. Je vous le dis, comme ça vous le saurez un petit peu pour demain. Bon, fait partie de mes pronostics pour l'étape de demain. Donc j'espère que je ne me suis pas planté. J'espère qu'il s'est testé aujourd'hui et qu'il verra qu'il a les bonnes jambes et que demain il ne ratera pas l'échappée. On poursuit avec Jesus Herrada. Ça a failli être la 3e sur cette Vuelta 2022. La 3e victoire d'étape sur la Vuelta. Je pense qu'il y a un moment, il en fait un peu trop par rapport à Ourane. Ourane, il a cette faculté. C'est vraiment une faculté que j'ai toujours appréciée chez Ourane. C'est du cyclisme pragmatique, Ourane. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'effort de trop. Parfois, il oublie même de faire certains efforts. Mais c'est un coureur qui sait à quel moment il doit montrer qu'il n'est pas le plus fort. Il y a un nombre de fois où il a gagné en attaquant presque de l'arrière, mais en montrant qu'il n'était pas le plus fort. C'est un coureur qui est très intelligent et qui a vraiment cette capacité-là. Du côté de Jesus Herrada, il y a un moment, lui, il en a fait peut-être un peu trop. Et surtout, ça a été un peu le problème, quoi. Après, est-ce qu'il n'aurait pas dû attaquer un peu plus tôt ou dans l'étape? Est-ce que c'était vraiment le plus fort? Toujours une grande question, mais il suit très bien Ourane, mais je pense qu'il en a fait un peu trop. Alors peut-être aussi que déjà en suivant Ourane,
il s'est mis un petit peu dans le rouge. Et il en a manqué un petit peu quoi pour Herrada. Mais là encore, bon, il fait troisième d'une étape du Tour d'Espagne. C'est 20 points UCI quand même, du côté de la Cofidis. Alors, je sais que la bagarre se joue également sur les épreuves 1-1, mais on crache pas sur 20 points. C'est 20 points que n'aura pas Bike Exchange, par exemple, ce soir. Et du côté de Herrada, il a encore tenté, quoi. Il a encore tenté, ça ne l'a pas fait. Ça n'a pas marché. Bon, dommage pour Herrada, mais de toute manière, lui, il avait déjà réussi sa Vuelta, donc avec une victoire d'étape. Donc là, c'était du plus, mais ça montre encore une fois que Jesus Herrada, qui a quand même 32 ans, et fait vraiment une bonne année. Ça, cette année 2022 est vraiment pas mal, je trouve, pour Herrada. Et il fait vraiment des bons résultats, notamment en France, mais pas seulement. Parce que quand même deuxième des championnats sur route d'Espagne, neuvième de Gran Camino. Donc non, il y a eu des bons résultats. Et c'est un coureur qui est important dans l'équipe Cofidis et c'est un coureur qui est toujours performant. Donc ça aussi, c'est important. Je termine, je continue avec les coureurs au top avec Clément Champoussin. Champoussin, il a failli nous refaire le même coup, hein. Le fameux coup du dernier kilomètre comme il avait fait lors de sa victoire d'étape sur la Vuelta il y a un an. J'ai eu l'impression de me retrouver un an en arrière. Alors, il faisait un peu moins... On était arrivé un peu plus tard, je crois me rappeler, sur cette étape-là. Et puis, il y avait eu l'affaire Miguel André Lopez. Mais Champoussin, il était revenu de l'arrière. Il t'avait mis une mine au kilomètre. Impossible à rattraper, il avait couru parfaitement. Et là, quand je l'ai vu refaire la même chose, je me suis dit non, pas 2 fois d'affilée quand même. Il va pas refaire la même 2 fois d'affilée. Ça a failli le faire. Mais Uran était plus fort. Marc Solé aussi était plus fort et donc il s'est fait rattraper. Et forcément, quand tu fais un effort comme ça au kilomètre, derrière, tu peux pas faire un sprint de qualité. Donc forcément, après, ça a été compliqué pour lui. Surtout quand Herrada a réaccéléré. Et derrière, Uran était trop fort à ce moment-là. On peut quand même notifier également la 5e place de Kenny Ellison, 9e place de Elie Gebert, 12e place de Simon Gugelmi. Et la petite déception, c'est peut-être Bob Jungels 8e. Bob Jungels, il est moins fort que sur le Tour de France. Bon, voilà. Après, il a fait un gros mois de juin, un gros mois de juillet. Parce qu'il avait fait également un bon Tour de Suisse, hein, Bob Jungels. Et là, on l'avait revu retrouver son bon niveau. Sur bon niveau, Bob Jungels, et on s'était dit c'est pas mal ça pour Ben O'Connor. Puis bon, au final, Ben O'Connor est tombé, mais ça lui a permis de remporter une victoire d'étape. Bob Jungels qui finit 8e à 55 secondes. C'est vrai que par rapport à ce qu'il avait montré lors du dernier Tour de France, on aurait pu se dire ça peut être pas mal, sauf que sur cette Volta, c'est un peu plus compliqué. Pour Bob Jungels, et du côté des Bleus, Ben O'Connor reste dans le top 10. Il est désormais 8e à 9 minutes 11, il gagne une place suite à l'abandon de Primoz Roglic. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Sur les coureurs au top, on va commencer avec Remco Evenepoel. Pourquoi je le mets coureur au top ce soir, Remco Evenepoel? Il finit devant Mas. Et alors vous allez me dire, c'est rien, mentalement, c'est important. C'est important mentalement parce que il a montré à Mas que t'as essayé de m'attaquer pendant toute la montée, t'as vu, j'ai résisté et en plus j'arrive à te mettre une petite cacahuète pour passer devant. Vous savez, j'avais le même sentiment que comme on avait vu sur la super planche des Belfi quand Pogačar il finit devant Vingegaard et qu'il y a cette fameuse presque battle de regard, bagarre de regard entre les deux à l'arrivée avec Pogačar qui dit je t'ai bien niqué quand même à Vingegaard un petit peu au regard. Là il y avait un petit peu la même chose quoi, entre Evenepoel et Enric Mas. Enric Mas il tente d'accélérer pendant toute la montée, derrière vous avez Evenepoel qui suit à chaque fois et ensuite sur les 250 derniers mètres il lui passe devant. Ça fait mal mentalement, ça fait mal à l'ego surtout et parce que tu sais que ça te met un coup en te disant ça va vraiment pas être facile de le devancer quoi. Coco, il a encore 2 minutes d'avance ce soir, ça va pas être facile de le devancer.
Donc Evenepoel a bien fait de finir en tête. Et encore une fois, on voit toute l'intelligence quand même d'Evenepoel depuis le début de cette course. Dans l'idée où il n'a pas paniqué hier. Dans l'idée où sur l'étape, pas l'étape de la Sierra Nevada, l'étape d'avant, il n'avait pas paniqué non plus. Quand il a pu faire la différence, il a fait la différence. Il est assez intelligent dans sa manière de faire et surtout, je trouve qu'il garde beaucoup de sang-froid, qu'il panique pas pour le moment. Et ça, c'est vraiment des qualités importantes pour un coureur de grand tour, de ne pas paniquer, de ne pas faire l'effort de trop. Il a pour le moment une très bonne gestion de l'effort sur ces 3 semaines de course, Remco Evenepoel, et ça, c'est très important pour la suite aussi de sa carrière, parce que même si on remporte la Vuelta, l'objectif après, ça sera d'aller sur le Giro, d'aller sur le Tour de France. Foncièrement, avoir ces qualités-là, c'est un plus. On va revenir sur le coup de la crevaison, parce que comme je parle de Remco Evenepoel, on va revenir là-dessus. Hier, Remco Evenepoel, il a bien crevé, la roue était bien crevée. On a eu une autre caméra qui n'a pas été diffusée à l'antenne, ce qui, je trouve, quand il y a un doute comme ça sur un moment important, ça aurait peut-être été bien de le diffuser à l'antenne. Il y a eu également des photos qui ont été diffusées, on voit bien la roue plate, et il y a une télé espagnole, enfin je pense espagnole, qui a montré que grosso modo il aurait certainement crevé à cette bande de l'arrivée, à peu près au même moment que Caden Grove, et qu'en fait sa stratégie aurait été de faire les 4 km avec le pneu qui se dégonflait fortement, mais comme on a des tubeless, maintenant c'est plus facile, et d'arriver donc à 2 km 6 pour changer le vélo en étant dans une situation plutôt tranquille à ce moment-là. Donc ce qui est plutôt là encore une performance et très intelligente de sa part. En sachant que moi hier j'étais plutôt partisan de la première théorie. Hier je vous avais dit, première théorie crevaison réelle, deuxième théorie plan à la Singapore Gate. C'était plutôt la première théorie que je favorisais, parce que la deuxième théorie, vraiment en termes d'image, quand on sait rien que le Singapore Gate, ce que ça a coûté à Renault en termes d'image de marque, t'as dit si le fait vert, ou s'ils ont fait ça dans la bagnole, parce que c'est pas le fait vert qui est dans la bagnole, mais s'ils ont pris ce risque-là pour le sponsor, pour l'image même de Patrick Lefebvre dans un monde qui est quand même très fermé, le monde du cyclisme, je me suis dit c'est couillu, ils peuvent se prendre des missiles le lendemain, en conférence de presse, et en termes d'image, ça peut être catastrophique. Donc non, ça relance chez certains le débat sur les problèmes mécaniques dans les 3 derniers kilomètres. Cette situation-là arrive quand même très rarement. Changer de règlement juste parce que ça a aidé en plus Remco Evenepoel. Il a quand même fait l'effort de faire les 4 bornes sur la jante. Enfin, pas sur la jante, mais presque, on va dire. Il a été juste intelligent. Là, qu'on change de règlement, non, faut quand même pas déconner non plus. Mais encore une fois, vu les taquets que je me suis pris dans les commentaires, alors que j'ai pas dit du mal de Remco Evenepoel, parce que je sais bien que s'il y avait eu cette stratégie machiavélique, et encore, de faire le coup de la fausse crevaison, c'est pas lui qui aurait pris cette décision-là. Je suis pas con non plus, sur un vélo, il est pas capable. Quand tu es en plein effort, avoir un plan aussi élaboré, voilà, c'est plus du côté de la direction sportive. Mais on voit bien quand même qu'on est sur un sujet qui est touchy avec Remco Evenepoel. Depuis quelques temps, c'est pas inédit avec Remco Evenepoel, parce que déjà Liège-Bastogne-Liège, quand il avait gagné Liège-Bastogne-Liège, on sentait que il y avait quand même il était revanchard auprès des journalistes, et on sent que Remco Evenepoel, on peut pas en parler comme on parle d'un autre coureur, comme on parle d'un David Gaudu ou même d'un Quentin Paché. On peut pas en parler de la même manière. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on est un peu sur une superstar. C'est la superstar de la Belgique, mais c'est aussi une superstar mondiale. Et un peu comme Kylian Mbappé, vous ne pouvez pas facilement critiquer Kylian Mbappé. Eh bien, on ne peut pas facilement critiquer Remco Evenepoel de la même manière. Et c'est pour ça que je me prends des taquets parfois sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce que c'est le même problème, on va dire. C'est son statut de superstar. Et cette fameuse pression aussi, j'en avais parlé il y a quelques jours, mais cette fameuse pression,
ça fait 45 balais, 44 ou 45 ans que les Belges n'ont pas remporté un grand tour. Il faut bien se mettre aussi dans la tête. Alors certes, ils n'ont pas eu le même trou que nous parce qu'ils ont continué à gagner des classiques alors que nous, on a eu à la fois plus de victoires sur les grands tours, mais à la fois plus de victoires également sur les classiques pendant une grosse dizaine d'années, 10-15 ans, je dirais même plutôt 15 ans. Donc ce qui fait que forcément, nous, il y a eu une énorme... Enfin voilà, c'était la fédération de la loose, quoi, le cyclisme, pendant très longtemps. Mais du côté de la Belgique, ça fait... Avant Remco Evenepoel, il y a eu Van den Broek. Il n'y a pas eu 150 coureurs sur les 25 dernières années qui étaient en capacité d'aller chercher un grand tour. Il y a eu Thomas de Rennes sur le Giro en 2012, je crois, peut-être. Mais il y a cette pression-là de la part des médias belges. Comme nous, on met un peu la pression sur Caroline Garcia en ce moment sur l'US Open. Mais parce qu'il y a cette pression-là, parce qu'il n'y a pas eu de victoire depuis longtemps, quoi. Et qu'on est un peu en disette de victoires sur les grands tours. Et il faut le comprendre aussi, c'est-à-dire que d'un côté, du côté des fans de Remco Evenepoel, faut pas oublier que moi j'attaque Remco Evenepoel comme je peux attaquer David Gaudu, parce que c'est mon job sur ma chaîne YouTube d'essayer de déterminer qui est au top de la journée, qui est moins bien, et aussi de créer un peu de débat. Et d'avoir un avis tranché, parce que si j'avais pas un avis tranché, il y aurait peu d'intérêt à regarder mes vidéos. Et en même temps, de l'autre côté, il faut aussi que les fans, certains fans, pas que français, mais fans qui je dirais, sont pas anti-Remco Evenepoel, mais aiment bien taquiner en ce moment les Belges, comprennent que derrière, il y a une pression médiatique parce qu'on est dans une situation comme nous, peut-être que les Belges nous taquinent sur les victoires en tennis, parce que c'est sûr qu'en tennis, ces dernières années, ça n'a pas été une réussite. Donc il faut aussi le comprendre. Mais c'est pour ça que je voulais faire un focus sur Remco Evenepoel, pour bien comprendre aussi le statut qu'a Remco Evenepoel. Il y a déjà un statut à part, parce que c'est déjà une superstar. C'est déjà une superstar à son âge, ce qui n'est pas aussi facile à gérer. Mais je trouve que Remco Evenepoel, parce que c'est vrai que dès qu'on critique Remco Evenepoel, les gens pensent qu'on n'aime pas Remco Evenepoel. C'est pas le seul, c'est pas dans un seul cas, parce que maintenant vous critiquez Max Verstappen, forcément vous êtes pro Hamilton. C'est le monde qui est un peu comme ça maintenant, c'est-à-dire que si vous critiquez les écolos qui font une manifestation sur le Tour de France, vous êtes forcément anti-écologie. Ce qui n'est pas mon cas. Faut arrêter d'avoir cette vision un peu binaire des choses. Et en ce moment, on aime bien avoir une vision binaire. Et dans le cas de Remco Evenepoel, c'est pas parce que je le critique pendant 2 étapes, Remco Evenepoel, que je n'apprécie pas le coureur Remco Evenepoel. Voilà. Faut bien aussi comprendre la chose. C'est pas parce que je le mets bonnet d'âne que je considère que c'est un âne. Je considère qu'il a été mauvais sur une étape. Aussi, il faut bien remettre les choses à leur place. Enric Mas, donc Enric Mas, il a tenté aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais c'est important qu'il tente, parce qu'on aurait presque eu peur que la Movistar se contente de cette 2e place, parce que la 2e place, ça veut dire des points au classement UCI, et Movistar a besoin de points du côté du classement UCI, même s'ils ont récupéré une 40aine de points avec la victoire sur le Tour de Grande-Bretagne, et qu'il y a les classiques canadiennes également, où peut-être qu'ils essayeront de faire des bons résultats sur la classique canadienne. Notamment vendredi et dimanche, les 2 classiques québécoises. Qu'on réunira peut-être dans une seule et même vidéo. Je ne sais pas comment je ferai pour les classiques québécoises. Mais du côté de Enric Mas, on a vu une Movistar donc déjà qui était plutôt bien en place, qui a plutôt une bonne stratégie de vouloir rouler. Il a voulu tester Remco Evenepoel. Bon, pas de chance pour lui, Remco Evenepoel a été fort aujourd'hui. Mais c'est quand même bien de voir qu'Enric Mas tente des choses. Ça montre aussi qu'Enric Mas est plutôt bien encore physiquement, parce qu'il ne s'est pas fait larguer complet. Donc on va voir maintenant sur la suite de la course. Mais voilà, Enric Mas a tenté, ça n'a pas marché. Après, ma théorie fumeuse du jour, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire à un moment que vous avez Juan Ayuso, vous avez UAE qui a également Almeida, est-ce qu'il n'y aurait pas un jour, un moment, une alliance Movistar-UAE pour permettre à Ayuso de sécuriser son podium et Enric Mas de tenter de prendre la première place sur Remco Evenepoel et une sorte d'entente entre ces 2 équipes. On a vu des situations pires, une sorte d'entente ibérique
portugo-espagnol émirati pour tenter de prendre la victoire à Remco Evenepoel. On a déjà vu ça sur le Tour d'Italie avec des Italiens qui avaient des stratégies en commun. On l'a vu également d'autres fois sur d'autres courses. Bon, est-ce que ça se passerait pas un jour comme ça Voilà. Parce que c'est vrai qu'Henrik Mas, 2 minutes à récupérer. Maintenant, il faut lancer une grande offensive. La grosse offensive, tu pourras la lancer que samedi, parce que demain, il n'y a pas assez de pente, il n'y a pas assez de pourcentage. Donc, pour lancer les grandes offensives, c'est bien de ne pas être tout seul. Donc, on verra si cette théorie fumeuse s'applique. Je continue avec Rigoberto Urán. Il devient le seul en 2022 à avoir remporté des étapes sur les 3 grands tours. C'est le 103e de l'histoire à réussir cette performance. Ils étaient plus sûrs parce que Bob Jungels était également dans cette situation-là. Et je ne sais plus qui d'autre. Non, il n'y avait que Bob Jungels, je crois. Et Urán. Belle perf de la part de Rigoberto. Et Rigoberto, c'est quand même un sacré palmarès. C'est 100 points pour EF qui étaient sérieusement en difficulté. Donc ça va les aider un petit peu. Mais quand on regarde quand même la carrière de Rigoberto Urán, qui va peut-être prendre sa retraite à la fin de saison, tu te dis quand même, le mec a remporté donc, le Grand Prix de Québec, 2e du Tour de France en 2017, 2 victoires sur le Tour d'Italie, 1 victoire sur le Tour de France, 1 victoire sur le Tour d'Espagne, Milan-Torino, Grand Piemonte, 2 étapes du Tour de Suisse. 2e du Tour de Suisse en 2021, 2e du Tour de Catalogne en 2008. Il y a aussi cette capacité à tenir pendant 15 ans. Alors peut-être pas 15 ans, mais plus de 10 ans au haut niveau, ça c'est clair et net. Donc ça c'est une sacrée longévité de sa part. Et puis des résultats sur beaucoup de courses, 22 grands tours dans sa carrière. 7 Vuelta, 6 Giro, 9 Tours de France, 20 classiques dans sa carrière disputée, 15 victoires, ce qui n'est pas si énorme que ça, mais parmi ces victoires, ce sont des belles. Et surtout des grands résultats également sur les grands tours, parce que je crois qu'à part la Vuelta, et non, il a fait 7ème de la Vuelta aussi. Donc là, il a fait 7ème de la Vuelta, 7ème du Tour de... Enfin, 2e du Tour de France, deuxième également du Giro. Donc c'est quand même un énorme palmarès aujourd'hui Rigoberto Urán, et cette statistique d'avoir remporté des étapes sur les 3 grands tours renforce encore une fois ce palmarès du coureur colombien qui est passé dans des très grosses formations aussi, Caisse d'épargne, Sky, Omega, Pharma Quick-Step, Cannondale, EF. Enfin voilà, il est passé vraiment dans des belles structures. Et aujourd'hui, ça reste un très bon coureur, même si l'année 2022 a été moins bonne, avec un Tour de France difficile, où il n'était pas au même niveau que les années précédentes. Il gagne une belle victoire sur ce Tour d'Espagne. Alors, est-ce que ça serait pas le bon moment pour partir à la retraite ? On pourrait se dire peut-être, à 35 ans. Il a tout fait dans le monde du cyclisme. Il a plus de 15 ans de carrière aussi. Urán, est-ce que c'est pas le bon moment pour terminer sa carrière ? Non, voilà, ça a été aussi un mec, je pense, qui a permis à beaucoup de Sud-Américains de se mettre au cyclisme. Je pense que Egan Bernal, par exemple, a dû avoir comme idole Rigoberto Urán. Donc c'est pas aussi à oublier. Voilà, c'est un mec et je pense que chez les jeunes Colombiens aujourd'hui qui se lancent dans le monde du cyclisme, oui, Rigoberto Urán, peut-être pour les Buitrago et les Terrada, ça a été une idole de jeunesse pour ces coureurs-là. Je termine, j'avais mis un dernier coureur au top avec Lawson Craddock. Il a encore tenté Lawson Craddock, ça n'a pas marché, l'attaque de loin, c'est la 2e fois qu'il fait ça sur cette Vuelta. Il fallait le faire, Lawson Craddock, il n'a pas les qualités en côte pour aller chercher du Urán, du Paché, du Herrada. C'est un ton en dessous, Lawson Craddock, c'est un beau coureur, mais c'est un ton en dessous. Par contre, il a des qualités de rouleur, Lawson Craddock, donc il a tenté le coup avec ses qualités de rouleur, ça n'a pas marché, mais c'était encore bien joué de la part de Bike Exchange qui doit marquer des points aujourd'hui au classement UCI. Mais bon, voilà, ça n'a pas marché parce qu'il y avait plus fort que lui derrière. Mais il faut être culotté quand même de partir à 15 bornes de l'arrivée sur sa première attaque. Et tu vois même que sur sa première attaque,
il met pas tout. Et il faut être culotté pour repartir de nouveau au pied de la côte et là faire un bel effort, prendre 18-20 secondes d'avance. Voilà, il est repris à 1,5 km, 2 km de l'arrivée. Donc voilà, c'était culotté de la part de Lawson Craddock, mais c'était bien tenté. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Gino Mader du côté de la Bahrain Victorious. C'est-à-dire que quand Fred White, qui fait quand même une très grande course, qui fait une très bonne saison en passant, Fred White, se met à ton service, tu ne peux pas finir 11e d'une étape comme ça. C'est-à-dire que Mader, ce qui est quand même dingue, c'est que il est complètement passé à côté de la dernière montée. C'est-à-dire que vous avez Fred White qui se sacrifie pour lui. Bon. Derrière, il accompagne pas les mecs de devant. Ok, d'accord, mais dans ce cas-là, tu roules pas. C'est-à-dire si t'es pas en grande condition physique, bon, tu roules pas. Sauf que c'est le mec qui a passé, je pense, le plus de relais derrière Lawson Craddock. C'était stupide de la part de Gino Mader à ce moment-là. Et puis, bon, derrière, il finit seulement 11e. Derrière Lawson Craddock. Année compliquée pour Gino Mader. C'est pas du grand Gino Mader. C'est pas le Gino Mader de l'année dernière. Ça a été une année beaucoup plus compliquée pour le Suisse et c'est une Vuelta difficile pour la Bahreïn. Parce qu'on en avait déjà parlé plusieurs fois en flop de la Bahreïn Victorious, qui a eu une Vuelta compliquée, mais comme elle a déjà eu des Giro et des Tours de France compliqués aussi, où ça traverse un petit peu comme la main visible, où on n'arrive pas à faire des grands résultats. Je pense que Gino Mader avait l'objectif de faire un classement général et que il est passé à côté et que derrière il avait juste pas les jambes et juste pas la condition physique cette année pour faire un bon résultat. Et derrière on passe à côté pour la Bahreïn. Et puis je termine avec Carlos Rodriguez. C'est un flop ou né. Je savais pas qui d'autre mettre en flop pour tout vous dire. J'ai mis Carlos Rodriguez parce que c'est le mec qui joue le top 5 qui a peut-être perdu le plus de temps aujourd'hui. Des coureurs qui jouent le podium, on va dire. Avec Miguel André Lopez aussi. Mais Carlos Rodriguez, on a senti, là aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il y avait de la fatigue pour Carlos Rodriguez, que les jambes ne répondaient pas très bien. Et ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu pour les derniers jours de course, parce que Ineos a misé complètement sur lui, du fait que Goggenhardt n'ait pas été incroyable, que Sivakov est abandonné assez vite, et il avait lâché un petit peu de temps aussi auparavant. Et c'est vrai que pour Rodriguez, il est quand même désormais à 30 secondes du podium, 29 secondes du podium, même un peu, 29 secondes du podium. Face à Ayuso, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et sur la troisième semaine, j'ai l'impression qu'il y a plus de fatigue que du côté de Juan Ayuso. Même si je n'ai pas trouvé Juan Ayuso non plus exceptionnel de facilité. Mais j'ai l'impression que du côté de Carlos Rodriguez, c'est compliqué physiquement. Et j'ai peur qu'en troisième semaine, ça soit dur. Ce qui serait quand même tout à fait normal pour un coureur qui a 22 ans. Et donc forcément, à 22 ans, c'est compliqué d'avoir les capacités de récupération, d'avoir la caisse, comme on dit, qu'on peut avoir à 25 ou 26. Alors oui, il y a des Remco Evenepoel, il y a des Pogacar, mais il n'y en a pas 150 par an, des coureurs comme ça. Et donc peut-être que pour Rodriguez, c'est un peu plus compliqué. Après, bon, il est troisième meilleur jeune de la course aussi. Donc voilà, il fait une belle course, mais là, il lui en a manqué un peu. Gino Mader qui remonte à la 7e place du classement des jeunes. Je rappelle que tous les classements, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo. On a fait le tour, je pense, de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!